Soyez bienvenus pour ce nouvel épisode de Bricolomania. Alors cette fois encore, on va s'intéresser à la réparation d'un instrument. Il s'agit d'un analyseur de spectre, / analyseur de réseau vectoriel, / analyseur de paramètres S, / analyseur d'impédance. Alors cet instrument il est juste derrière moi, c'est un HP 4195, c'est un instrument relativement ancien puisqu'il va bientôt fêter ses 30 ans. Il a été fabriqué au Japon, sa commercialisation date de 1988, été commercialisé par la société Yokogawa HP, qui est en fait une entreprise qui a été acquise par le groupe HP, qui aujourd'hui n'existe plus sous sa forme actuelle, puisque depuis 1999, la division instruments a été séparée du reste du groupe HP pour devenir Agilent, puis aujourd'hui Keysight. Alors cet instrument, je l'ai acheté comme étant en panne, parce que même si ça a plus de 30 ans, l'acheter fonctionnel, ça m'aurait coûté beaucoup trop cher. Et dans la description de la vente, il était vendu tel quel, à savoir qu'il ne démarrait pas, il n'y avait aucun affichage sur l'écran cathodique, et tous les voyants sur la face avant restaient allumés. Bon, pour être tout à fait honnête, l'origine de cette panne était plutôt ridicule. Sur l'une des cartes processeurs de l'unité d'affichage, il y a une batterie nickel-cadmium qui sert à maintenir l'alimentation sur une NVRAM lorsque l'instrument n'est pas alimenté. Et la tension de cette batterie, elle est mesurée par une circuiterie de gestion de l'alimentation qui est chargée de maintenir le processeur en reset si justement la tension de cette batterie ou d'un autre rail d'alimentation n'est pas correcte. Et après mesure, il s'avère que la batterie était complètement morte, la réparation n'a donc pas été très compliquée, je me suis procuré 2 éléments nickel-cadmium que j'ai placés en série pour obtenir une tension de 2,4 volts. Et j'ai ressoudé le tout sur la carte et c'est reparti pour un tour. Alors cette réparation, elle présente quand même un inconvénient majeur, c'est que dans cette NVRAM, il y avait non seulement des paramètres utilisateurs, mais il y avait également tout plein de paramètres de calibration qui sont super importants pour le fonctionnement de l'analyseur. Et malheureusement, tout ça s'est retourné aux valeurs par défaut. Alors vous vous doutez bien que je fais pas cette vidéo juste pour vous dire que j'ai remplacé une batterie dans l'analyseur de spectre et que tout fonctionne à nouveau parfaitement, pas du tout, non, si je fais cette vidéo, c'est pour l'argent. Alors bien évidemment, blague à part, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a une autre panne dans l'analyseur de spectre, et cette panne, je m'en suis aperçu lorsque j'ai voulu utiliser le générateur de tracking. Eh mais dis-moi Jamy, c'est quoi un générateur de tracking? Eh bien Fred, cela est très simple. Un générateur de tracking, ou générateur de poursuite en français, c'est un dispositif intégré à un analyseur de spectre qui permet de générer un signal sinusoïdal d'amplitude constante, mais dont la fréquence varie de façon cohérente ou synchrone avec le balayage sur l'écran de l'analyseur. Ce dispositif est très utilisé lorsqu'on désire par exemple obtenir rapidement la réponse fréquentielle d'un dispositif. Ah bah merci Jamy, c'est beaucoup plus clair maintenant. Oui, bon, je disais donc, je me suis aperçu du défaut lorsque j'ai voulu utiliser ce fameux générateur de tracking. J'ai donc relié la sortie du générateur à une des entrées de l'analyseur en utilisant un simple câble coaxial. On s'attend donc dans ce cas-là à obtenir une réponse plus ou moins plane sur l'ensemble de la plage fréquentielle. Mais ça ne fut pas du tout le cas. Comme vous pouvez le voir, passé les 150 MHz, la réponse fréquentielle est totalement chaotique. Au début, je pensais que c'était lié au câble coaxial qui devait être de qualité plus que discutable, mais ça n'expliquait pas totalement l'allure de cette réponse. Cette panne peut donc avoir deux origines possibles, le générateur de tracking qui n'est pas capable de fournir un niveau de sortie constant sur toute la bande de fréquence, ou bien l'analyseur de spectre, et plus particulièrement la partie réception, présente un défaut, et il y a des atténuations anormales dans la circuiterie de réception. Alors une technique simple pour vérifier si c'est le générateur de tracking qui est en défaut, ce serait d'utiliser un millivoltmètre RF ou bien un wattmètre RF. Et malheureusement, l'appareil le plus proche dont je dispose, c'est un HP 8900C, qui est conçu en fait que pour mesurer la puissance crête, et il faudra donc faire 100. Je vais utiliser une autre technique de mesure, moins conventionnelle et surtout beaucoup plus discutable, vu les fréquences auxquelles on va travailler, mais ça passe encore. Et en fait cette technique, elle consiste à utiliser un oscilloscope qui présente une impédance d'entrée de 50 ohms et à mesurer l'amplitude du signal envoyé par le générateur de tracking. En utilisant un TLA714 et son module DSO 500 MHz, j'ai pu vérifier que le niveau du générateur de tracking était bien constant sur toute la bande fréquentielle et ne présentait pas de perte d'amplitude significative hors de la spécification de l'appareil. Ça signifie donc qu'a priori le générateur de tracking fonctionne très bien et que c'est côté réception que le problème se pose. Bon alors évidemment, un analyseur de spectre étant un dispositif complexe, il est compliqué d'envisager des réparations sans disposer de son manuel de service. Mais par chance, il est disponible sur internet, comme beaucoup d'autres manuels d'instruments HP de la même époque. Ce manuel contient de nombreuses informations pour aider à trouver la cause d'une panne, on y trouve notamment des diagrammes fonctionnels, des organigrammes de débogage, et surtout les schémas électroniques complets et la liste des composants.
Voici donc l'organigramme fonctionnel de l'unité de mesure, là où se trouve toute la partie radiofréquence de l'analyseur. En haut, on retrouve ce qu'on va appeler la partie récepteur, c'est le circuit qu'emprunte le signal en entrant dans l'analyseur. Et en bas, c'est ce qu'on va appeler la partie source, avec notamment le générateur de tracking. Intéressons-nous à la partie récepteur, car on sait que le défaut n'est a priori pas localisé sur la partie source. On va retrouver sur chacune des entrées de l'analyseur un ensemble d'atténuateurs et un premier splitter avec des filtres passe-bas et passe-haut. Et ensuite on a la sortie de ces filtres qui va aller attaquer des assemblies BF ou HF. Et enfin on a tout à fait à droite la partie mixeur, IF, sampling, VCO, etc. Mais cette partie ne nous intéresse pas car c'est a priori pas là que va être localisé le défaut. Alors on remarque déjà que sur l'assembly 23, il y a la présence de 4 filtres, dont 3 sont des VTF, ou Variable Tune Filter. Ce sont en fait des filtres dont on peut modifier la caractéristique fréquentielle à l'aide d'une tension de commande. Et si on observe de plus près les fréquences de coupure de ces filtres, on s'aperçoit que ça correspond aux coupures les plus importantes dans la caractéristique fréquentielle lorsqu'on reboucle le générateur de tracking sur une entrée. Je ne sais pas, je m'étonne, je dis hasard ou réalité scientifique. Ce que l'on remarque également, c'est que jusqu'à 150 MHz, tout semble normal, et au-delà, c'est un espèce de motif d'atténuation qui semble se répéter de façon plus ou moins périodique. On peut tirer 2 conclusions de ces observations. La première, c'est que le problème semble se poser sur les filtres commandés en tension, car le filtre à 150 MHz de gabarit fixe n'est pas affecté, et le problème semble être commun aux 3 filtres. Il va donc falloir regarder l'élément commun à ces 3 filtres, à savoir leur tension de commande. Alors je viens d'ouvrir l'unité de mesure, donc là l'analyseur de spectre est en marche, il est en train de tourner. Donc il y a l'unité d'affichage qui est juste ici, qui est retournée avec toutes les connexions, etc. Donc tout ça c'est sous tension et ça travaille. Donc maintenant on va regarder la tension de commande de ces filtres. Alors tous ces filtres, ils sont là, sous ce bloc ici. Et donc du coup les tensions de commande elles arrivent ici, au même endroit d'ailleurs que les signaux de sélection. Donc je vais placer la sonde d'oscilloscope sur un des plots de connexion avec les tensions de commande. Là, et on va regarder ce que ça donne. Bon et ben voilà l'allure du signal de commande de ces filtres. Ça m'inspire pas franchement confiance parce que ça ressemble pas du tout à ce qui est indiqué dans le manuel de service. Et j'ai même comparé d'ailleurs les tensions de commande des filtres du générateur de tracking parce qu'il y a un dispositif similaire côté source et ça n'a rien à voir. Normalement c'est censé être voilà, une espèce de charge exponentielle et là clairement tous ces pics, tous ces espèces de créneaux, c'est pas normal du tout. Donc le problème semble clairement se situer sur la tension de commande de ces filtres. Alors la tension de commande est générée ici, sur l'assembly 50 dont voici le schéma. On va se concentrer sur la partie spécifique de cette carte qui nous intéresse. On commence donc par un registre à décalage qui permet d'effectuer une conversion série parallèle. On attaque ensuite un DAC par un bus parallèle 8 bits. Il y a donc 2 puissance 8, soit 256 niveaux de sortie différents. Par contre, le DAC ne sort pas directement une tension, c'est en fait un MDAC ou Multiplying DAC. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ce type de convertisseur, je vous renvoie à une vidéo de Texas Instruments qui explique cela très bien. On effectue ensuite une conversion courant-tension à l'aide d'un amplificateur de transimpédance construit autour de U25D. La tension de sortie attaque ainsi 3 amplificateurs et la sélection du signal de commande s'effectue à l'aide de signaux logiques en provenance de la carte processeur de mesure dans l'unité d'affichage. Maintenant que le fonctionnement est connu, on va regarder où placer les points de mesure pour déboguer plus finement. On va commencer par se brancher sur le bus 8 bits en sortie du registre à décalage pour vérifier si ce sont les bonnes données qui arrivent sur le DAC. Il faudra également observer la tension de sortie du DAC, forcément. Ces 2 signaux iront sur un analyseur logique avec son module DSO pour observer les grandeurs de façon synchrone, et il faudra également vérifier d'autres tensions comme le rail d'alim positif plus 45 volts, la tension d'alim du DAC et les références de tension à plus ou moins 6,3 volts. Bon du coup je viens d'ouvrir l'unité de mesure mais de l'autre côté cette fois-ci, puisque la carte qui nous intéresse elle est sous celle-ci, donc je vais devoir enlever les quelques vis qu'il y a, l'enlever, venir placer les petits grip fils pour l'analyseur logique, donc c'est des grip fils tout simples, tout classiques, donc il va falloir en placer 8 plus un neuvième pour la masse. Je vais les placer donc sur le bus parallèle, et puis je viendrai également brancher des sondes de tension en sortie du DAC.
Voilà, j'ai terminé de sortir la carte. Donc on a maintenant accès à ce qui nous intéresse, à savoir, hop là, si la mise au point se fait, à savoir ici, le registre à décalage, le DAC et l'ampli op de sortie. Donc on va placer tous les points de mesure là-dessus. Voilà le résultat, j'ai placé les 8 grip fils pour chacun des bits du bus parallèle. Donc j'ai placé une partie des grip fils sur le DAC et une autre sur le registre à décalage parce que c'était tout simplement plus facile pour l'installation. Surtout qu'il va falloir remettre la carte du dessus. Voilà, je vais rajouter un autre grip fil pour la sortie du DAC et on va observer tout ça avec l'analyseur logique. Bon, alors je viens de terminer de remettre tous les connecteurs sur la carte. C'est vraiment délicat, je suis pas confiant du tout. Par contre, j'ai oublié de mettre une sonde sur la sortie du DAC. Donc il faut recommencer, tout enlever et tout remettre. A few moments later. Bon, après une installation un petit peu chaotique, j'ai enfin réussi à obtenir quelque chose. Donc sur l'analyseur de logique avec son module DSO, je peux observer la valeur qui est envoyée sur le bus parallèle, la forme d'onde en sortie du DAC, donc ça c'est le DAC qui nous intéresse, c'est la partie réception, et ça c'est l'autre DAC du générateur de tracking qui lui a priori a pas de souci particulier. Donc si je change ma base de temps, si je zoome un peu, vous voyez là ce sont les valeurs qui sont envoyées par l'analyseur logique, valeur standard, ça forme une rampe. L'idée c'est que moi en passant l'analyseur de spectre en mode maintenance, je vais pouvoir choisir quelles sont les valeurs qui sont envoyées sur ce bus 8 bits et en parallèle relever la tension de sortie du DAC pour ainsi tracer sa caractéristique complète et voir du coup qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est les valeurs qui sont envoyées par l'analyseur qui sont pas bonnes ou est-ce que c'est carrément le DAC qui a un souci. 2 hours later. Voilà, alors avec l'analyseur logique et son module DSO, j'ai fini de relever la caractéristique du DAC, c'était vraiment très agréable à faire et je me suis beaucoup amusé. Enfin bref, voilà la caractéristique théorique, c'est l'allure qui est normalement attendue, et je vais maintenant vous montrer celle que j'ai mesurée. C'est beau, hein? Bien évidemment, le DAC est totalement pourri, on en a maintenant la certitude, et heureusement qu'on dispose du manuel de service complet, car si on tente de lire la référence sur la puce, on est très vite déçu, les circuits ont été remarqués avec le part number à la sauce HP. Alors le DAC original est un AD7523JN de chez Analog Device, et par chance, ou miracle carrément, il existe une référence équivalente chez Maxim Integrated, qui est le MX7523JN, donc je vais pouvoir le commander et tenter de le remplacer. Mais on est quand même en droit de se demander quelle est la cause d'un tel défaut, je veux dire, dans le composant, qu'est-ce qui fait que la réponse du DAC devient aussi foireuse. Et d'après ce que j'ai pu lire sur des forums, ce DAC, en fait, il utilise à l'intérieur des résistances sur fin fin, ou Thin Resistor en anglais, et ces résistances, elles sont en aluminium, et il y a également des bonding wires dans la puce qui sont en aluminium. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si le composant il n'est pas sollicité pendant un moment, apparemment il y a de l'humidité, de la moisissure qui arrive à rentrer sous le package plastique, et ça déclenche du coup une réaction chimique avec l'aluminium, ce qui fait qu'après, forcément, ça altère le comportement du composant. Du coup, il ne me reste qu'à commander le convertisseur et à le remplacer, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres défauts, je pense notamment à un éventuel problème concernant les données de calibration, parce qu'il faut savoir que les points qui sont envoyés au DAC font partie de ces fameuses données, et que si elles sont pas bonnes, la réponse s'en trouvera affectée. Mais bon. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Bricolomania, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager si elle vous a plu, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la réparation et le remplacement du DAC.